Aujourd'hui, on va parler de la santé financière de la Belgique et ce n'est pas un hasard si j'en parle maintenant. Nos différents gouvernements vont commencer leurs négociations en vue de boucler les budgets de l'année 2026. À politique inchangée, le gouvernement fédéral belge aura un déficit de 26,2 milliards d'euros à la fin de l'année 2026 et de près de 42 milliards d'euros à l'horizon 2030. Voilà qui donne le ton. Le budget d'un gouvernement, en l'occurrence celui dont on va le plus parler aujourd'hui, le gouvernement fédéral de la Belgique, c'est un peu son bras armé, c'est un document capital, c'est lui qui va décider toutes les dépenses et tous les investissements que va faire le pays durant l'année 2026. Et en Belgique, nous avons deux organismes qui ont pour rôle de surveiller les finances de l'État, le Bureau du Plan d'un côté et le Comité de monitoring de l'autre. Ils viennent tous les deux de sortir leurs chiffres. Leurs chiffres ont pour but d'aider les différents gouvernements à boucler leur budget et clairement, ils ne sont pas bons. Alors ces deux organismes concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien par exemple le Bureau du Plan, lui, il réalise des études et des prévisions sur des sujets économiques, sociaux et environnementaux pour étayer les décisions politiques en Belgique. Concrètement, le Bureau du Plan regarde donc un peu tout le fonctionnement de la Belgique et fait des études là-dessus pour aiguiller le gouvernement et ça donne des données assez intéressantes. On sait par exemple que la croissance pour l'année 2026 sera d'environ 1,2%, qu'en 2025 il y a eu 26 000 emplois créés et qu'en 2026 il devrait y en avoir 38 000. Tout gouvernement confondu, également, d'après le Bureau du Plan, il y aura 35,2 milliards d'euros de déficit en 2026 et l'inflation en 2025 était de 2,4%, en 2026 elle sera de 1,4%. Voilà le genre de données qu'il donne et qui est destiné donc à aiguiller le gouvernement. Le comité de monitoring, lui, il est vraiment beaucoup plus axé finance, budget et il rédige régulièrement des rapports sur la situation budgétaire du pays. Ça, c'est totalement son rôle. Et c'est lui donc qui nous informe que pour l'année 2025, il y aura un déficit de 26,6 milliards d'euros rien qu'au gouvernement fédéral. Ce même déficit sera en 2026 de 26,2 milliards d'euros. Il y aura donc une amélioration de 400 millions d'euros. Ensuite, dérapage complet jusqu'à l'horizon 2030 qui pourrait atteindre un déficit de 42 milliards d'euros à politique inchangée pour le gouvernement fédéral. Pour vous donner une idée, 26,6 milliards d'euros là maintenant en 2025, ça correspond déjà à 4,2% de notre PIB, donc de l'ensemble des richesses que nous avons produites. Et pour faire simple, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, un déficit concrètement c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement l'argent qu'on dépense alors qu'on ne l'a pas. Pour vous donner un exemple très simple, admettons que je gagne 10 euros, mais que j'en dépense 15. Eh bien, j'ai dépensé 5 euros de trop. Pour arriver à les dépenser, j'ai emprunté. Eh bien, le déficit, c'est exactement ça. Ce sont les 5 euros que j'ai empruntés pour boucler mon budget. Alors là-dedans, il y a évidemment une question qu'il faut se poser. Un déficit de 26,6 milliards d'euros maintenant et peut-être de 42 milliards d'euros à l'horizon 2030 si la politique ne change pas. Est-ce grave, docteur? Oui, parce que concrètement, c'est bien de savoir qu'on perd de l'argent, qu'on perd même beaucoup d'argent, mais pour les citoyens, pour vous qui regardez, ça veut dire quoi exactement? C'est ça, finalement, la question principale et la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Alors, une des premières choses qui peut nous aider à jauger la gravité de la situation, eh bien, c'est de jeter un petit coup d'œil du côté de l'Union européenne. Il faut savoir qu'un déficit qui correspond à 4,2% de notre PIB, pour l'Union européenne, c'est déjà beaucoup trop. Elle nous a placés sous le coup d'une procédure pour déficit excessif. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, déjà depuis l'année 2024, depuis qu'on a été placé sous le coup de cette procédure, l'Union européenne contrôle de manière beaucoup plus stricte notre budget. Alors concrètement, avec cette procédure de déficit excessif, l'Union européenne laisse jusqu'en 2027 à la Belgique pour réduire son déficit à 3% de notre PIB, le réduire donc d'1,2%. Elle demande donc pour cela à la Belgique de passer par des réductions de dépenses. Et puis si le pays ne respecte pas les directives de l'Union européenne,
eh bien, il pourrait y avoir des sanctions économiques imposées par l'Union. Il faut quand même noter une chose, c'est que toutes les dépenses faites pour la défense sont exclues du calcul, donc ça n'entre pas en ligne de compte. Ça, c'est à cause du plan Réarme Europe qui donc soutient l'OTAN. On le voit donc, l'Union européenne s'inquiète de la situation de la Belgique, mais ça ne nous aide toujours pas finalement à voir quelles seront les conséquences pour les citoyens belges. En réalité, les conséquences les plus sérieuses pour nous, elles peuvent venir si la Belgique un jour n'arrive plus à maîtriser sa dette, si elle rentre dans ce qu'on appelle un emballement de la dette. Un emballement de la dette, c'est quoi? Eh bien, pour l'expliquer simplement, reprenons l'exemple de mes 10 euros. J'ai gagné 10 euros, mais j'en ai dépensé 15. Pour dépenser 15 euros, j'ai emprunté 5 euros. Seulement, je les ai empruntés avec des intérêts. J'en emprunte 5, mais je dois en rembourser 6. Nous sommes maintenant l'année suivante. Je gagne toujours 10 euros, mais je ne suis pas parvenu à rembourser mes 6 euros, ceux que je devais. Et donc, les investisseurs, pour que je puisse boucler mon budget, eh bien, ils ont moins confiance. Je dois de nouveau emprunter 5 euros pour pouvoir boucler mon budget et avoir ma dépense de 15 euros. Sauf que cette fois, les investisseurs ne vont pas me demander de rembourser 6 euros, puisqu'ils ont moins confiance, eh bien, ils vont me demander de rembourser 7 euros. Et on a ainsi une dette qui se cumule avec d'abord celle de l'année passée, 6 euros, plus celle de cette année, 7 euros. Si je ne parviens pas à rembourser suffisamment ma dette, qui se cumule en plus d'année en année, eh bien, à chaque fois que je vais devoir emprunter à une banque ou à un autre pays ou à l'Union européenne, les investisseurs vont demander des taux d'intérêt plus élevés. Je vais donc chaque fois devoir rembourser une part plus élevée. Pour un État, ça signifie très concrètement que d'année en année, la part d'argent qu'il va consacrer à rembourser sa dette va systématiquement augmenter et ça veut dire que cet argent-là, il ne pourra pas le remettre pour faire fonctionner ses services. L'emballement de la dette, il survient quand un État ou un gouvernement rentre dans une sorte de cercle vicieux. Il ne parvient plus à rembourser sa dette, donc à chaque fois les taux d'intérêt augmentent et on entre ainsi dans un cycle un petit peu inextricable. Le risque concret là-dedans pour les citoyens, pour les personnes qui regardent cette vidéo, c'est que à un moment donné, eh bien, les investisseurs, voyant cet emballement de la dette arriver, disent tout simplement on vous lâche. Les investisseurs se mettent à refuser de prêter de l'argent à l'État qui ne se retrouve alors sans fonds pour faire fonctionner ses services. Cette situation, il faut d'ailleurs pas chercher bien loin pour la retrouver. En 2024, la ville de Liège, chez nous, s'est retrouvée exactement dans ce schéma-là. La ville de Liège a cumulé à elle seule une dette de plus d'1 milliard d'euros qu'elle ne parvenait pas à rembourser. Elle avait besoin d'emprunts pour continuer de fonctionner, mais les banques l'ont lâché, notamment la banque Belfius. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, eh bien, c'est que c'est une entité supérieure, la région Wallonne, qui est venue au secours de la ville. La région Wallonne a fait un prêt à la ville de Liège, mais ça s'est accompagné de mesures dites d'austérité pour que la ville réduise ses dépenses. Pour avoir cette aide de la région Wallonne, la ville de Liège a donc dû par exemple éteindre son éclairage public la nuit, arrêter les nominations de ses agents communaux ou bien encore mettre fin à tous ses services gratuits, sauf ceux que la loi impose. C'est donc ça qui concrètement impacte la population, les mesures dites d'austérité. Pour retrouver cette situation à l'échelle d'un État, il ne faut pas chercher très loin non plus. C'est celle qu'a connue la Grèce du côté des années 2008. Elle ne parvenait plus à rembourser ses dettes et c'est là l'Union européenne qui lui est massivement venue en aide avec une imposition là aussi de beaucoup de mesures d'austérité qui ont été assez dures à vivre pour la population grecque à l'époque. Ces mesures d'austérité, elles peuvent se traduire par une réduction des dépenses dans tous les services du gouvernement concernés, mais elles peuvent aussi se traduire par une augmentation des impôts.
Au plus le déficit d'un gouvernement sera élevé, au plus le gouvernement en question aura tendance à prendre ce genre de mesures pour essayer de limiter la casse, contrôler le budget et ne pas se retrouver à terme dans la même situation que la Grèce. Dans le cas de la Belgique, on peut observer que tous les gouvernements actuels ont déjà pris des mesures d'économie qui impactent la population. Du côté du gouvernement fédéral, par exemple, toutes les réformes qui ont été annoncées, toutes les actions qui sont prises par les ministres jusqu'à présent, elles ont aussi cet objectif de faire des économies. On peut penser dans les dernières actualités, par exemple, au fait que la ministre Adeline Van Bossuyt a supprimé le financement du plan Grand Froid au niveau fédéral, qui sera maintenant complètement à charge des régions. Eh bien, ça, c'est une manière pour ce gouvernement de faire des économies. On peut penser aussi à la limitation du chômage dans le temps, à la réforme du marché du travail, à la réforme des pensions, etc., etc. Si on va voir du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, eh bien, les réformes qui sont faites pour l'enseignement qualifiant, elles ont aussi cet objectif de faire des économies. On le voit avec une réduction du financement pour les écoles dans le qualifiant. Bref, vous le voyez, on a déjà toute une batterie de mesures qui ont été prises. Et pour toutes ces mesures, le bureau du plan dit oui, elles vont porter leurs fruits, mais ça sera insuffisant. Les données du bureau du plan et du comité de monitoring, elles sont vraiment à prendre en considération parce que le constat est clair, le gouvernement fédéral notamment ne va pas pouvoir tenir sa feuille de route, il va devoir apporter des modifications, il va devoir réduire encore ses dépenses. C'est d'ailleurs une des premières choses que Bart De Wever a annoncé quand il a parlé du budget et des négociations pour le budget 2026 qui vont commencer bientôt. Il a dit que la première chose que son gouvernement allait examiner, eh bien, c'était justement la manière de réduire les dépenses. Pour souligner d'ailleurs la difficulté de ces négociations budgétaires 2026, Bart De Wever ne manque pas d'expression, il parle d'un col hors catégorie. Alors concrètement, qu'est-ce qui pourrait nous être annoncé après ces négociations budgétaires? Eh bien, évidemment, tout va dépendre de ce que vont donner les négociations entre les partis de la majorité du gouvernement Arizona, mais on a déjà quelques pistes. On sait par exemple que le ministre de la Santé, Frank Van Den Broek, demande justement aux soins de santé un effort de 907 millions d'euros. Ça a déjà été annoncé depuis le mois de juillet. Et parmi les propositions qu'il fait pour trouver ces économies de 907 milliards d'euros, eh bien, il y a un côté qui va impacter directement les citoyens puisqu'il y aura notamment par exemple une augmentation du prix de certains médicaments. Ces derniers jours, il y a également eu tout le questionnement autour des allocations familiales puisque Georges-Louis Boucher propose que après le quatrième enfant, eh bien, l'État ne donne plus d'allocation familiale. Une des choses qu'il faut observer aussi, c'est que ce gouvernement ne souhaite pas lever de nouveaux impôts. Pour l'EMR, par exemple, c'est totalement exclu. L'idée donc qui est portée, par exemple, par le PTB de taxer les riches, eh bien ça ne sera pas à l'ordre du jour. A priori, on serait donc plus dans des mesures d'économie et pas dans la levée de nouveaux impôts. Ce à quoi il va falloir être très attentif aussi, c'est les questions autour de la croissance économique du pays. On sait que les politiciens l'ont en tête. Une des manières de faire rentrer de l'argent, eh bien, ce sera de faire croître le pays, tout simplement, permettre plus d'engagement, par exemple. Et pour ça, Georges-Louis Boucher, notamment, a des propositions. Lui, il veut faire baisser la fiscalité, notamment pour les entreprises. Il veut aussi diminuer toutes les charges administratives. Et puis, il veut également ouvrir les marchés et signer de nouveaux accords commerciaux. Ça, c'est ce qu'il a dit dans l'interview que j'ai eue avec lui aux Estivales du MR à Walibi. Vous le voyez, en bref, il sera donc important cette année de suivre les négociations budgétaires parce qu'on risque clairement d'annoncer des mesures qui vont impacter toute la population belge. Un des indicateurs qui peut nous aider à voir dans quelle direction on va pour le gouvernement fédéral, le gouvernement wallon et la Fédération Wallonie-Bruxelles, eh bien, c'est de regarder ce qui se passe en Flandre. La Flandre, elle vient de boucler son budget 2026 avant tout le monde. Et c'est là aussi un budget qui annonce des mesures d'économie. Et donc, dans ce qui a été annoncé côté flamand, on retrouve par exemple 100 millions d'euros d'économie en travaillant, je cite, plus efficacement, en faisant appel à moins de consultants, donc moins de conseillers.
Il y a également le fait de faire sauter toute une série de primes, par exemple ce qu'ils appellent la prime frigo, donc une prime qui était donnée pour l'achat de tous les appareils électroménagers à faible consommation énergétique. Eh bien cette prime-là, elle pourrait sauter. Toute une série de projets jugés trop coûteux en Flandre sont également reportés. Voilà donc la direction que la Flandre prend. La Flandre, elle est dirigée par la NVA, le CDNV et Vooruit, trois des partis qui sont dans la majorité au niveau fédéral. Voilà donc pour cette petite vidéo aujourd'hui autour de l'état de santé de la Belgique. Vous le voyez, c'est donc une situation à surveiller avec des annonces qui pourraient tomber dans les prochaines semaines qui impacteront la population et on continuera évidemment de décrypter tout ça ici sur mon compte quand on aura plus d'informations. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!